Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Média TV. C'est l'heure de votre émission alternative, votre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Alternative, vous le savez maintenant, c'est l'essentiel de l'actualité nationale, africaine, internationale, décryptée par des experts et des personnalités en une dizaine de minutes. Bref, un regard alternatif du sud, de l'Afrique, du Maroc. Le Maroc qui confirme son ambition de renforcer sa politique étrangère et commerciale en Extrême-Orient, une partie du monde qui compte des économies parmi les plus puissantes avec un principe fondateur, celui de la coopération gagnante-gagnante. C'est dans cet esprit que le Royaume a pris part à 3 des plus grands forums asiatiques ces derniers jours. Le 26 août dernier, le Japon a accueilli la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Le 2 septembre, c'est Bali qui a accueilli la deuxième édition du forum Indonésie-Afrique. La Chine, à elle, fait tomber le rideau de son sommet de coopération sino-africaine. C'était le 6 décembre dernier et à chaque fois, le Maroc était présent à un haut niveau de représentation. Bref, en moins de 10 jours, 3 géants asiatiques ont organisé des rendez-vous d'envergure pour sceller une coopération qu'ils souhaitent manifestement plus dense avec l'Afrique. Alors, pourquoi le continent africain représente-t-il un enjeu névralgique pour Tokyo, Jakarta, Pékin? Et surtout, cette coopération sera-t-elle effectivement mutuellement bénéfique, notamment pour l'Afrique? On en parle avec M. Mohamed Ben Chakroun, professeur au sein du groupe Atlantique UNA et spécialiste des relations Chine-Maroc. Bonjour à vous et bienvenue dans Alternative. Merci infiniment pour votre invitation. C'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui. L'Indonésie promet d'investir plus de 3,5 milliards de dollars sur le continent africain. La Chine parle de 50 milliards de dollars. Comment décryptez-vous les enjeux véritables de cette coopération entre ces économies asiatiques et les pays africains? Alors, tout d'abord, nous devons rappeler que l'Asie actuellement incarne et représente 40% du PIB mondial et 30% de la population mondiale. Donc, c'est devenu l'épicentre et le souffle de l'économie du monde. Et donc, s'ils organisent des forums de telles envergures à destination des pays africains, c'est que l'Afrique dispose d'avantages extrêmement intéressants et extrêmement attractifs. L'Indonésie, avec une promesse d'investissement de 3,5 milliards de dollars, avec son deuxième forum sous le thème des enjeux de l'esprit de la conférence de Bandung pour l'Afrique de la vision 2060. Donc effectivement, l'Indonésie, tout comme la Chine, tout comme le Japon, ce sont des pays qui sont intéressés par élargir des parts de marché, qui sont intéressés par les ressources naturelles de l'Afrique. Je donne l'exemple de l'Indonésie qui peut être l'un des leaders mondiaux dans la batterie électrique et dans les véhicules électriques, ont besoin de matières premières essentielles à la fabrication de ces véhicules-là. Je pense au lithium et je pense au cobalt. Étant des pays non autonomes, donc ils doivent effectivement établir des accords, établir des partenariats avec des incitations financières, avec des incitations euh, de promesses d'investissement pour qu'ils aient un accès privilégié. Donc c'est une course vers les matières premières. Donc l'Afrique est courtisée. Maintenant que l'Afrique est courtisée, elle doit saisir l'opportunité à travers une intelligence d'approche, à travers des négociations qui puissent servir l'intérêt des Africains. Tout d'abord, ils doivent exiger un transfert de la technologie. Ils doivent que dans, dans tout projet d'investissement en Afrique, il faut qu'il y ait une jointe venture entre les ressources humaines africaines et les ressources humaines asiatiques. Il faut qu'il y ait Alors, une on va jointe aller un venture peu plus entre les loin. entreprises. Effectivement, professeur Benchakroun, je Oui, vous coupe pour aller oui. effectivement plus loin dans ce que l'Afrique est en droit d'attendre de cette coopération avec les Mhm. États asiatiques. Lors du TICAD, par exemple, le Japon a dit vouloir faire progresser le développement de l'Afrique à travers les hommes, la technologie, ce que vous venez d'aborder, et l'innovation également. De son côté, le chef de la diplomatie indonésienne et l'agence de coopération internationale indonésienne ont signé un mémorandum de coopération pour le développement de l'Afrique. Alors dans cette équation précisément, qu'est-ce que l'Afrique, les Africains, mais surtout la jeunesse africaine est en droit d'attendre de cette coopération avec ces économies asiatiques les plus dynamiques au monde, comme vous l'avez souligné en début de cette émission?
Oui, madame. À juste titre, ce qui est intéressant dans cette collaboration avec les pays asiatiques, c'est que ces pays sont des locomotives et des modèles de développement. Rappelons-le que la Chine, en 1980, était 5 fois plus pauvre euh, que, euh, euh, que le Marocain. Le PIB par habitant était 5 fois inférieur à celui du Maroc. L'Indonésie, la même chose. L'Indonésie est passée d'un PIB en 2000 de 400 milliards de dollars à maintenant 1400 milliards de dollars. Donc, dans cette collaboration, il peut y avoir un partage d'expérience sur la méthodologie d'approche pour avoir un développement plus propice et plus rapide pour les économies africaines. Il faut savoir que la Chine s'est beaucoup servi de l'attractivité des IDE des pays occidentaux, des pays de l'Europe et des pays et des États-Unis pour effectivement non seulement créer de l'emploi, mais acquérir la technologie. Il faut qu'il y ait cette même approche-là. Maintenant que l'Afrique est courtisée, maintenant que l'Afrique propose beaucoup d'avantages comme l'accès aux matières premières, comme des parts de marché de développement, des projets d'investissement, il faut qu'il y ait dans les clauses de négociation le transfert de la technologie à travers un mixage des ressources humaines, à travers la création de recherche et développement et de joint ventures d'entreprises pour qu'on puisse à terme que les économies africaines, que les pays africains puissent eux-mêmes créer leurs propres entreprises dans les technologies de pointe et rivaliser, pourquoi pas, d'ici 10, 20 ans, avec les entreprises, avec les marques asiatiques. Telle doit être la vision, tel doit être l'enjeu, et aussi pour avoir une force beaucoup plus équilibrée avec ces géants asiatiques. Il faut qu'il y ait plus d'unité africaine. Il faut que lorsqu'on négocie, qu'on négocie sur la base de 54 pays, et non pas un pays isolé. Il faut qu'il y ait plus d'inclusion intracommerciale entre les pays africains et plus d'échanges afin qu'on ait un rapport de force beaucoup plus équilibré avec ces pays-là, et tel est l'enjeu de ces forums. Un rapport de force plus équilibré avec une coopération équitable. Alors, vous parliez de transfert de technologie et d'innovation. Pour le géant chinois, par exemple, il y a d'autres leviers aussi stratégiques pour cette coopération et ce développement en Afrique. Pékin veut clairement redéfinir sa coopération avec le continent africain et annoncé à plusieurs reprises l'allègement de la dette des pays africains. En quoi est-ce un véritable levier de stratégie de coopération de la Chine, mais aussi de développement pour le continent africain? Oui, on reproche souvent la Chine d'aggraver l'endettement des pays africains. Mais, mais je vous mets au défi de me citer un pays émergent ou un pays développé qui n'a pas d'endettement. La- Le fait d'être endetté n'est pas la problématique. La problématique, c'est que faire de cet endettement? Avons-nous un modèle économique qui pourrait effectivement transférer, reconvertir l'investissement comme levier de développement, comme levier de création d'emplois, comme levier d'acquisition de la technologie pour avoir une économie beaucoup plus forte, beaucoup plus imposante et une force exportatrice. Donc c'est ça l'enjeu. La Chine a été l'un des rares pays qui a pris le risque d'octroyer des prêts à des pays qui n'étaient pas solvables d'un point de vue économique et financier, mais qui ont pris le risque pour qu'il y ait un développement beaucoup plus équitable. Et donc, reprocher à la Chine ce type de collaboration, c'est manquer de profondeur d'analyse et finalement, c'est déresponsabiliser les leaders africains. La Chine elle-même a un endettement de plus de 250% de son PIB, mais ce n'est pas une base de victimisation. L'endettement peut être sain si elle est une base locomotive, encore une fois. Maintenant, vous savez, la Chine, effectivement, n'est pas autonome d'un point de vue des matières premières. Par exemple, par rapport au Maroc, ils ont promis des projets d'investissement de grande ampleur, comme l'entreprise Gotion High-Tech dans la batterie électrique à Kenitra qui promet de créer 17 000 emplois. Aussi, l'entreprise Sunrise dans le domaine du textile qui promet également d'implanter un écosystème de textile vertical élargi à Tanger, et cela pour que le Maroc soit une locomotive des intérêts chinois pour desservir ses exportations, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou en Afrique. Donc il y a d'innombrables opportunités
il faut qu'il y ait un rapprochement et une collaboration beaucoup plus équitable, encore une fois, mais c'est aux leaders africains de trouver l'équation politique, l'équation économique pour qu'ils puissent tirer profit de cette approche-là qui est tout à fait historique. D'accord. Une dernière question, professeur Bencherkloun. Justement, vous évoquez le Maroc et son rôle de locomotive sur le continent dans le cadre de cette coopération triangulaire entre l'Afrique et les pays asiatiques. Vous confirmez que le Royaume joue peut-être déjà un rôle de pivot dans cette coopération triangulaire? Et si oui, comment? Alors, en toute objectivité, le Maroc dispose de facteurs et d'ingrédients et d'avantages qui sont tout à fait exceptionnels et qu'on peut rarement trouver dans le continent noir, à savoir une stabilité politique, une vision panafricaine, des infrastructures portuaires, ferroviaires, routières, une ressource humaine avec un excellent rapport coût et compétitivité, coût et efficacité, donc qualifiés, avec des écosystèmes industriels déjà établis qui ont montré leur réussite d'un point de vue international. Je pense à l'automobile, à l'aéronautique et au textile. Donc, et aussi, il faut rappeler que la Chine a besoin de ces pays-là pour contourner les sanctions américaines et européennes afin de pénétrer le marché européen et américain. Donc le Maroc peut jouer ce rôle-là d'approche triangulaire, mais au Maroc, de faire le forcing un peu plus, à travers d'envois de délégations d'affaires en Chine, à travers des rencontres beaucoup plus importantes, à travers la signature de partenariats universitaires, académiques, culturels avec les universités chinoises, pour qu'on puisse comprendre un peu la manière comment les Chinois fonctionnent. Nous devons encourager les étudiants marocains à apprendre le mandarin, car le mandarin maintenant est la langue du présent et de l'avenir. Donc c'est à travers une approche culturelle forte, une compréhension beaucoup plus approfondie de la culture chinoise et loin des stéréotypes que l'on permettra d'optimiser le potentiel de cette complémentarité rare et exceptionnelle. Et cela doit être au service de l'économie marocaine. L'exemple de Goshen High Tech, de Sunrise, de Dicastal à Kenitra, pour moi, peuvent être des épiphénomènes par rapport à l'ampleur de la potentialité, mais c'est à nous de faire cet effort-là, tant la société civile que les autorités, pour effectivement concrétiser cette collaboration et cette potentialité-là. Merci infiniment, Mohamed Bencherkloun, d'avoir répondu aux questions d'Alternative. Je rappelle que vous êtes professeur au sein du groupe Atlantique UNA et spécialiste aussi des relations Chine-Maroc. Merci à vous. Avec plaisir. Et merci à vous. C'est la fin d'Alternative. À la semaine prochaine.